européen en toxicologie qui a travaillé sur de nombreux dossiers chauds comme la vache folle, les alliages dentaires, etc. On sait que c'est sur la peau des bovins qu'il y a le maximum de germes pathogènes. Donc la peau, vous voyez qu'elle va être en contact et d'un bovin à l'autre, puisqu'on ne va jamais nettoyer le piège entre deux. Alors ça ici c'est l'œsophage, vous voyez ce trou là? L'animal respire par là, on voit bien sur la vidéo, on voit bien l'œsophage qui se dilate et qui se contracte sous l'effet de machin. Vous avez, on ne le voit pas, vous avez donc l'œsophage qui est juste à côté, qui va sous l'effet des contractions stomacales, décharger du contenu stomacal qui est souillé. Donc vous voyez un petit peu le tableau. Alors ces photos sont choquantes, mais il faut quand même les avoir vues pour se faire, pour pouvoir, que vous puissiez vous faire une idée et dire aux personnes qui vous tiennent des raisonnements spécieux que ce ne sont pas des élucubrations. Hein, ce sont des... Vous voyez, donc là c'est la même vidéo. On voit donc l'œsophage là-haut. On voit la taille de la plaie qui est énorme. Hein, et cette peau donc, et ce piège n'est jamais nettoyé entre deux animaux. C'est pas possible, parce que sinon on abattrait 3 vaches par jour. Donc il y a une... on appelle ça un piège, mais c'est aussi un piège à microbes. Alors, donc c'est pas... Bon, alors évidemment, on peut dire c'est dégueulasse, etc. Alors le stade d'après, vous allez voir, l'animal, il est mort, il est égorgé, il tombe par terre. Évidemment, on n'a pas d'autre solution. Hein? Par terre, qu'est-ce qu'il y a? La merde, etc. Donc il a une grosse plaie qui va traîner dans la merde. Je m'excuse, mais bon, il faut appeler les choses par leur nom. Non, c'est français. La suite, vous allez voir. C'est du français. Voilà. Vous voyez que l'animal, il est en cours de pendaison, on l'a sorti de la cage, ça traîne par terre. Il a cette énorme plaie qui est là, qui va traîner par terre. C'est totalement illogique. Ça, on devrait entraîner, normalement, si on respectait la législation et le bon sens, j'ai appris la saisie de l'animal. Un animal abattu comme ça devrait être saisi. Et fermeture. Voilà, et fermeture l'abattoir, si, bien sûr. Mais on ne peut pas accepter ce genre de choses. Alors là, c'est la même, mais un stade un peu plus loin. Vous voyez qu'en plus, là, la vache, elle n'est pas tout à fait morte. Hein. Elle tire la vache. Ouais. Elle tire la langue, et puis à l'œil, vu la façon dont elle a son œil, elle n'est pas tout à fait morte. Hein. Mais il faut quand même avancer, parce qu'il y a d'autres bêtes à abattre. Donc vous voyez un petit peu le tableau. Donc les conditions d'hygiène totalement déplorables. Alors, je continue. Ouais, alors donc, oui, ça s'en est une autre. Il n'y a pas grand-chose, si ce n'est qu'on voit la saleté, si vous voulez, du piège. Hein, on voit qu'il est plein de sang. Il y a de tout. Hein, il y a de tout. Bon, on le voit avec assez près. Et voilà donc ce que les tenants du halal nous expliquent comme étant un mode alternatif de... Alors justement, cette vidéo est intéressante, je vais vous montrer des images qui sont les images de fin, où la personne qui abat... Ah, non, merde, elle n'est pas dans le bon sens. Alors on lui demande, est-ce que vous abattez tous les animaux? Tous les animaux que vous abattez sont toujours comme ça, et il répond oui, oui. On fait comme ça. Mais voilà. Alors, pour vous éclairer, donc, alors là, on va passer sur des choses un peu plus théoriques. Ça, c'est l'anatomie du cou et de la poitrine. Donc, pour vous montrer. Donc, l'abattage halal se fait dans cette zone. Vous voyez? Se fait dans cette zone. On peut saigner l'animal, donc dans l'abattage standard aussi dans cette zone, on fait une incision de chaque côté, hein, pour les deux carotides. Mais il y a une autre technique que je ne vous ai pas montrée, où on fait, et c'est la meilleure, où on fait la saignée par l'intermédiaire du sinus carotidien,
où la saignée est encore plus rapide et plus importante. Et où on a donc une seule incision toute petite, qui permet de... c'est par là d'ailleurs qu'on fait la saignée du cochon. Hein, si ceux qui ont assisté à la saignée du cochon dans les fermes, on le saigne par le sinus carotidien. Et donc, une autre coupe anatomique qui vous permettra de vous faire une idée aussi. Par contre, elle ne s'affiche pas en entier, ce qui est quand même dommage. Je l'ai laissé tout à l'heure. C'est celle-là, voilà. Donc c'est une coupe de l'encolure au niveau de la... Et vous avez donc, vous voyez, la vertèbre qui est là, avec la moelle épinière, et vous avez l'artère et la veine vertébrale, l'une de chaque côté. C'est un circuit de suppléance qui permet, en cas d'obturation des carotides, de continuer à irriguer le cerveau. Donc l'animal qui est saigné, contrairement à ce qu'on vous dit, peut mettre jusqu'à un quart d'heure pour mourir. Pendant ce quart d'heure, évidemment, il va souffrir, donc sécréter des toxines, donc avoir ses défenses immunitaires qui tombent, donc être contaminé par les germes qu'il prend par ailleurs, etc. Vous voyez, donc tout ça se tient, la souffrance animale et la qualité de la viande. D'ailleurs, je connais un boucher qui fait partie de l'association, c'est un boucher de Montpellier, et qui m'a dit avoir observé la chose suivante. Eux, ils ne prennent pas de la viande halal, mais de temps en temps, leurs fournisseurs leur envoient des moutons qui ont été abattus de façon halal. Et ils le voient tout de suite, évidemment, à la plaie, etc. Et il me disait qu'au bout de 5-6 jours, la viande devenait noire et la viande ne se conservait pas. Alors c'est des toxines, c'est certainement une mauvaise saignée, parce que contrairement à ce que disent ces populations, la saignée est certainement moins bonne, hein, alors parce qu'ils ont une phobie du sang. Donc il faudrait quand même leur expliquer de façon scientifique que la saignée est au moins aussi bonne après étourdissement, et qu'ils n'ont pas à se formaliser de cet étourdissement, puisque même les textes religieux, ça a été dit par mon ami Sami Aldeb, qui est professeur de droit comparé de l'Université de Lausanne, qui était présent aux États généraux du halal du 25 mai, qui nous a montré qu'aucun texte religieux ne prescrivait d'abattre, que l'abattage halal était ou cachère, soit obligatoire. Il y a certaines prescriptions sur l'animal mort, on leur donné, mais on ne leur a pas dit. D'ailleurs, il y a des incohérences, puisque on dit vous tuez un animal à la chasse, hein, parce qu'ils chassaient quand même ces gens-là. Oui, oui. Et si vous arrivez à temps pour le saigner, c'est bon. Hein, bon, on ne voit pas. Là, dans un abattoir, on est tout à fait à temps. Il est blessé peut-être, hein, il ne s'en remettra peut-être pas. Alors on rentre après dans des raisonnements spécieux. Oui, on accepterait bien, mais il faut que l'étourdissement soit réversible, que ceci, que cela. Bon, on rentre dans des considérations qui n'ont rien à voir avec le problème. On est dans un cadre sanitaire, on ne peut pas se permettre d'empoisonner des gens. Et donc le docteur Tillier, qui a travaillé sur le dossier, estime, d'après les informations qu'il a, il est très bien informé, qu'il y a entre 100 et 200 enfants qui sont atteints tous les ans avec un très grand nombre de cas mortels. Il y a eu justement en Belgique, chez notre ami, au mois de juillet, une petite Aïcha, alors de la communauté, etc., qui est morte à la suite de la consommation de viande mal cuite lors d'un barbecue. Si ils font des barbecues, ils se mettent... Alors c'est peut-être une mauvaise intégration, parce qu'ils cherchent à s'intégrer en faisant des barbecues, donc ils abandonnent leur pratique culinaire ancestrale, où ils font cuire et recuire la viande. Ce qui fait qu'ils sont moins malades. Encore que, lors des États généraux du 25 mai, nous avions un intervenant qui est Pascal Ilout, un des contributeurs, créateurs de Riposte laïque, qui nous expliquait, parce qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 20 ans, que après l'Aïd el-Kébir, pendant les 8 jours qui suivaient, donc à l'école où il fréquentait, tous les élèves avaient la courante et que les WC étaient pris d'assaut. Donc c'est bien aussi une épreuve de la nocivité. Alors après, leur système immunitaire doit prendre le dessus. Et c'est pour dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des enfants, de mettre en péril la vie d'enfants ou de personnes âgées ou
ou de personnes immunodéprimées parce que une certaine communauté veut continuer à agir comme elle agissait il y a 1400 ans, et en plus, sans justification, finalement, religieuse. Donc c'est quelque chose qu'il faut refuser, et donc nous nous battons, donc là on ne voit pas sur le portail, hein, on ne voit pas que la trachée et l'œsophage sont pile poil à côté l'un de l'autre. Je vous ai porté d'ailleurs des petits documents que je vous distribuerai à la fin, qui récapitulent l'ensemble des problèmes posés par le halal, et où vous retrouverez ce schéma. Mais qu'en pensent les musulmans? Parce qu'ils vont à musulmans le faire aussi. Oui, alors, ils sont très embêtés et ils pratiquent la taqiyya. Vous savez qu'ils sont des gens qui ont l'art de noyer le poisson. Bon, ils vous disent non, si c'est bien fait, ceci, ils rentrent dans des raisonnements. Moi, je refuse d'entrer dans ces raisonnements. On m'a appris, quand j'étais à l'école d'étho, quand on faisait des travaux pratiques d'inspection des denrées alimentaires, on m'a dit le doute doit toujours profiter aux consommateurs. Parce que vous allez laisser passer une carcasse sur laquelle il y a un doute, vous allez avoir 100, 200, 1000 intoxications derrière. Donc vous êtes à la jonction, vous n'avez pas le droit. Et là maintenant, c'est pas une carcasse, c'est des milliers de carcasses qui sont dans le circuit, et puis tout le monde s'en fout, on connaît le problème. On connaît le problème. La meilleure preuve, c'est que à la suite d'une grosse épidémie qu'il y avait eu en 2005 d'Escherichia coli, hein, dans les cantines. Alors pourquoi 2005? Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une montée en puissance de l'abattage halal. Eh bien, en 2007, le ministère de la Santé a pris une directive, qu'on appelle la directive steak haché, où il est recommandé aux acteurs de la restauration collective de faire cuire les steaks hachés à cœur. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer à consommer nos steaks hachés comme on le faisait autrefois, saignants, qui sont quand même meilleurs, me semble-t-il, eh bien, il faut les cuire à cœur pour tuer la bactérie Escherichia coli. Donc voilà. Et lors de son débat du 2 mai avec Sarkozy, notre cher président, hein, normal premier, a dit lors de ce débat, j'ai la vidéo, elle est accessible, elle était sur TF1, on peut y accéder, il a dit, moi président, il n'y aura pas de halal dans les cantines. Comment peut-il affirmer quelque chose comme ça, puisqu'on refuse d'étiqueter le halal, et que, compte tenu du fait qu'il y a plus de 50% maintenant la viande qui est halal, il y a nécessairement du halal dans les cantines. Mais le fait qu'il dise ça, ça veut dire qu'il est au courant de la dangerosité de la chose. Et il ne prend pas, il est au courant. Donc il ne pourra pas dire responsable mais pas coupable, hein, comme ça a été fait pour le sang contaminé. Il est parfaitement au courant. Donc nous menons, et je terminerai là-dessus, nous menons donc des actions qui sont de plusieurs ordres, qui sont donc bien sûr des conférences comme ce soir, dans ce cadre-là. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés ailleurs en France, ils prennent contact avec moi, je suis prêt à me déplacer pour aller porter la bonne parole. Nous avons une action judiciaire et juridique, nous avons un avocat. Nous avons commencé à initier des actions judiciaires devant le tribunal administratif parce que la capacité d'abattre selon le rite halal est soumise à une autorisation préfectorale. Et on pensait naïvement que notre système fonctionnait bien et que ces autorisations préfectorales existaient. Nous sommes en train de nous rendre compte, en tout cas sur les tests que nous avons faits dans les 7 départements d'Île-de-France, qu'ils n'ont même pas, il y a vraisemblablement, on n'a pas la preuve encore absolue, qu'il n'y a même pas d'autorisation préfectorale. C'est-à-dire que la loi du 28 décembre 2011, qui oblige à partir du 1er juillet 2012 à ce qui est un arrêté préfectoral et une autorisation préfectorale, avec une justification des commandes spécifiques. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé cette formule, encore une fois alambiquée, parce qu'en France on aime bien faire les choses compliquées. Hein. Donc on a trouvé cette solution pour ne pas stigmatiser, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils commandent, etc., et que ce soit pour leur propre consommation. Mais comme de toute façon, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien, on est complètement désorganisé, on est en train de se rendre compte de ça. Alors inutile de vous dire que quand on aura toutes les preuves,
hein, ça demande un peu de temps, un peu de travail, on va se faire un plaisir de faire fermer ces abattoirs. Hein. Ça, c'est quelque chose qui devrait pouvoir se faire. On a aussi donc un projet d'attaquer au code pénal pour mise en danger de la vie d'autrui et non-respect du principe de précaution. Alors là, on a un problème qui est judiciaire, à savoir que l'association Vigilance Halal et Jeunes n'a pas 5 ans d'existence et qu'il est difficile d'agir toute seule. Il faut donc qu'on trouve, on n'a pas encore trouvé, dans les victimes, quelqu'un qui voudrait donc agir, bien entendu, qui voudrait donc agir et que nous soutiendrions et à qui nous amènerions donc tout le soutien judiciaire dont elle aurait besoin. Alors ça c'est en cours, c'est dans les tuyaux, on est en train de s'en occuper. Oups. C'est bon. On est en train de s'en occuper et donc voilà alors il y a aussi donc des actions bien sûr avec des petits autocollants, hein, manger halal qui singe ce qu'il y a sur le paquet de cigarettes, manger halal nuit gravement à la santé. Vous avez aussi la possibilité d'acheter ce double DVD qui retrace les interventions donc, des États généraux du 25 mai et sur lequel, en faisant, alors évidemment ça vaut 15 €, vous allez me dire, c'est bon, on fait un petit bénéfice quand même, effectivement. Mais c'est un outil pour faire des réunions chez vous, hein, autour d'un apéritif saucisson pinard. Vous regardez par exemple, je vous recommande l'intervention de Sami Aldeb, hein, donc, qui est un Suisse d'origine palestinienne, qui est professeur de droit arabe et musulman à l'université de Lausanne, et qui est vraiment, et puis l'intervention de notre ami Alain Wagner aussi, qui figure, hein, donc qui démontre comment le halal subventionne les réseaux terroristes, donc toujours très intéressant. Vous avez toutes sortes, toutes les interventions sont intéressantes. Et vous pouvez donc justement avoir un outil pour faire des petites réunions et porter la bonne parole. Voilà. Et dans les autres actions, bien sûr, alors ça, de base, dans les supermarchés, les rayons halal, vous mettez de la charcuterie, c'est simple, ça ne mange pas de pain, si je veux dire. Hein, toutes les semaines. Voilà, toutes les semaines, voilà. et puis vous demandez à votre boucher, d'où vient la viande. Vous avez une liste des abattoirs qui abattent, qui est fournie par l'OABA. Nous avons un petit document qui est en cours d'élaboration pour Vigilance Halal, qui est plus simple, il y a moins d'indications, et il y a juste le numéro de l'abattoir, et donc avec la commune. Et ça vous permet, vous avez dans un format qui est facile à mettre dans une poche ou dans un sac de provisions, aller faire ses courses et de demander au boucher. Ça, tout simplement, si tout le monde le fait, on aura une pression, parce que Robert l'a démontré tout à l'heure, Alain va continuer, va remettre une couche, etc. Nous sommes abandonnés par le système, notre salut est entre nos mains. Il ne faut pas attendre que ça nous tombe tout cuit, ça ne sera pas vrai. Il y a des actions militantes, justement on est tout un groupe, hein, avec Domi qui phosphore dans son coin, chacun de nous phosphore. Si tout le monde se met à réfléchir comment diffuser la vérité, hein, diffuser la vérité parce qu'on est dans un univers de mensonges, et il faut diffuser la vérité, la gueuler intelligemment bien sûr, hein, sans violence et sans être excessif dans les paroles, mais il y a une force de la vérité et de la raison. On est dans un univers dans une civilisation qui est basée sur la raison, et on est en train d'abandonner tout ça pour des considérations complètement absurdes, qui sont incompréhensibles. Sauf si on veut détruire, il y a des gens qui me demandent, alors j'hésite un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui voudraient détruire notre civilisation? Voilà, je terminerai là-dessus. Mais donc ils auront la peau, mais ils n'auront pas les os. Hein. Voilà. Merci. Bravo Alain.